Mes chers marins d'eau douce, bienvenue en haute mer pour notre podcast sur la voie du café au XVIIIe siècle à Nantes. Je serai votre capitaine Simon Piot pour cette expédition en provenance de Moka, accompagné de mes matelots étudiants en troisième année de licence d'histoire à Nantes. Auguste Salin d'abord, bonjour. Bonjour Simon. Axel Salomon ensuite, bonjour. Bonjour. Et enfin, Papin Vianney, bonjour. Bonjour. En 1642, le cardinal Richelieu s'inspire de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, VOC, et fonde la Compagnie française des Indes orientales. Dans sa continuité, Colbert développe une politique maritime pour faire de la France une grande puissance coloniale. Est ainsi fondée en 1664 la Compagnie des Indes orientales, CIO, plus durable que la précédente. Le commerce du café moka s'inscrit donc dans ce contexte. En effet, l'Arabie heureuse détient le quasi-monopole de la production de café de moka, qui est le principal port exportateur de café situé en péninsule arabique dans la mer Rouge, près du royaume du Yémen. Le commerce du café pour la France commence le 3 janvier 1709 lorsque deux navires de Saint-Malo atteignent Moka. C'est le navire le Grand Dauphin qui occupera notre attention. Appartenant à la Compagnie des Indes orientales, il effectue en 1721 un voyage en Asie pour ramener des produits, dont le café, qui est vendu dans les ports de Nantes et Lorient, comme le mentionnent nos documents. Notre étude du commerce de café et moka prend donc place en 1721, époque durant laquelle Nantes est alors pour Pascal Briost le plus grand port colonial de Nantes. Conformément à l'extrait des registres du Conseil d'État du 19 avril, la Compagnie des Indes en 1721 est en plein remaniement. Le roi décide donc de remplacer les directeurs de la compagnie par des personnes qu'il nomme personnellement. Apparaissent ainsi au sein de la compagnie M. Mélier et M. Bayon, qui seront nos deux protagonistes pour cette étude. Ces derniers sont deux membres de la compagnie, plus particulièrement des liquidateurs, de la compagnie de l'eau, dont le rôle et les attributions nous sont éclairés dans un procès-verbal du 23 avril 1721 qui annonce le départ de M. Mélier de Nantes pour organiser la vente à Lorient de la cargaison du Grand Dauphin prévue le 27 avril. Gérard Mélier, maire de Nantes de 1720 à sa mort en 1729, est l'un des principaux acteurs du rayonnement de Nantes dans le commerce maritime. Quant à François Bayon de Blampignon de Saint-Malo, il est un des commissaires députés de la Compagnie des Indes orientales depuis l'arrêt du concile du 19 avril 1721. Il fut donc chargé de surveiller les agents de la compagnie à Saint-Malo, Nantes et à Lorient. Nos deux acteurs se rendent donc durant l'année 1721 à Lorient, où se trouve le siège océanique de la compagnie. Leur rôle est d'établir exactement la situation financière et commerciale de la compagnie en procédant à des inventaires précis dans le but d'épurer les comptes. À cette époque, où commence le commerce de café, où il est florissant, il va prendre une ampleur différente tout au long du siècle, comme le témoigne Pierre Pluchon. Le café est avec le coton, la dernière culture en grand que les colons entreprirent. Il apparaît donc légitime de se demander en quoi le commerce de café moka à Nantes apparaît-il comme un élément structurant du commerce maritime nantais durant l'année 1721, véritable tournant pour le sort de la compagnie alors en pleine mutation. Alors, Auguste Salin, est-ce que vous pouvez nous présenter justement les réglementations d'une vente et comment cela se passe à cette époque? Bien sûr Simon, sans problème. Donc pour comprendre les réglementations d'une vente, les articles et conditions de la vente du 9 juin dans les magasins en Chésine, des marchandises venues du Grand Dauphin, nous offrent des précieux renseignements, nous permettant ainsi de dresser un rapide aperçu des normes et lois qui régissent les ventes. Les règles de mise en vente sont généralement très minutieuses et les acheteurs notamment disposent de 4 jours pour payer. Il y a un droit qui est attribué aux acheteurs d'observer les marchandises avant la vente. Ajoutez cependant, une fois le lot acheté, d'un manque de droit de réfaction. Au niveau des taxes, depuis 1710, 10 sous par lot étaient taxés pour l'entretien des quais, ajouté d'un droit d'entrée dans le pays de 3%, payable à l'Orient, pour toutes les marchandises, ce qui est valable jusqu'en 1723, ainsi qu'une perception d'un millième de la vente va aux pauvres. Enfin, il est nécessaire de préciser que pour chaque vente,
Un arrêt du Conseil du 18 mai 1720 ordonne que l'inventaire des marchandises soit dressé. On a des ventes qui sont très compliquées, avec des tensions incessantes entre marchands, vendeurs et la compagnie. Certains veulent obtenir les prix les plus bas possibles, c'est-à-dire les marchands et les négociants, tandis que la compagnie essaie d'avoir les prix les plus chers. Ça, c'est notamment dû au fait que si une vente d'une marchandise se fait à un prix plus bas, les autres acheteurs ne pourront pas réclamer une réduction, et la compagnie ne pourra donc pas augmenter les prix de ceux qui auront eu la dite réduction. Ainsi maintenant, après avoir détaillé cette réglementation, je pense qu'il est aussi intéressant, mes chers auditeurs, de se tourner vers l'organisation d'une journée de vente. On a ainsi une série de conseils de 1710 à 1719 qui attestent même de l'ancienneté de la vente des marchandises à Nantes, puisqu'ils expliquent que les ventes avaient lieu exclusivement à Nantes sur la période. À Nantes toujours, Chézine occupe une place importante de la vente. En effet, on retrouve dans la paroisse de Chantenay des magasins de la compagnie. Et c'est d'ailleurs cet endroit que le document cite comme lieu de vente du 9 juin 1721. Les ventes sont faites dans une grande salle à Chézine où se retrouvent différents types de marchands. Marchands de toile et coton, marchands épiciers et grossistes, négociants pour pays étrangers et enfin négociants spéculateurs. Pour ce qui est de l'organisation en elle-même, cela se déroule en plusieurs étapes. Tout d'abord, on a l'arrivée du bateau, suivi de publicités à l'aide de longues bandes de papier qui précisent les quantités des marchandises de la cargaison. Ensuite, on a une liste de produits de vente qui est envoyée 2 mois avant la vente même. Quelques jours avant la vente sont placardées des affiches énumérant les conditions de paiement avec les échantillons présentés. Vient alors le moment de la vente, organisée aux enchères et ouverte par 2 directeurs de la compagnie. La livraison est ensuite effectuée une fois le règlement fait. Une vente représente ainsi en moyenne une somme de 3 milliards par matinée, le tout sur une période de 15 jours à 3 semaines. Donc merci Auguste pour votre intervention. Et justement, Axel, pour continuer, pouvez-vous nous présenter justement ce qu'est le Grand Dauphin et la place de Nantes dans le commerce de café à cette époque? Bien, merci Simon, je vais me faire une joie de vous présenter cela. Donc, le Grand Dauphin apparaît comme un bon indicateur pour cerner les conditions du commerce de café. La nature des embarcations, les itinéraires suivis ou encore même les quantités de café rapportées. Le Grand Dauphin est un navire armé le 9 décembre 1719 à Saint-Malo en Bretagne, parti en direction de Mocha au Yémen pour être désarmé après son voyage à l'Orient le 23 mars 1721. Essentiellement destiné à la vente, il peut recevoir une charge de 350 tonneaux, 110 hommes, mais aussi 20 canons pour se défendre. Son capitaine était d'ailleurs Michel du Portail-Collet. Pour ce qui est de son itinéraire, le Grand Dauphin est donc parti de Saint-Malo pour le port de Mocha, situé donc en péninsule arabique, du côté de la mer Rouge, adossé au royaume du Yémen. Et il a fait donc cela en contournant le cap de Bonne-Espérance. Une fois sur place, le mode opératoire est très simple. Il repose sur un achat massif de grandes quantités de café pour les ramener en Bretagne, ici, à Lorient. Dans le cadre de ces voyages dans l'océan Indien, la durée de navigation est de plusieurs années, généralement 2 ans. Pour ce qui est du commerce de café, ses quantités et ses qualités, on peut voir que la quantité de marchandises mises en vente à Nantes est particulièrement considérable, étant donné que la compagnie possède le monopole du commerce de café. La disposition de vente de 19 lots de café loyal et marchand à prendre à Lorient nous apprend dans un premier temps que les cafés sont classés en lots qui sont attribués chacun d'eux à un acheteur. L'extrait du procès-verbal du 21 mai 1721 parle lui aussi de lots composés de balles de café. La balle, c'est une unité de mesure propre à chaque expédition et cargaison, et qui sont attribués eux aussi à des acheteurs. Ce même procès-verbal est une véritable mine d'informations pour comprendre les quantités de café impliquées dans les ventes, ainsi que les sommes que cela représente. Si l'on se fie au récapitulatif, qui résume 4 ventes, on apprend que le premier acheteur a acheté le lot 33 composé de 16 balles de café pour un montant de 13 701 livres tournants. Le deuxième lot, le lot 36, il contient 11 balles de café pour une valeur de 9 505 livres tournois, et tout ça, etc., etc. Et on atteint donc une vente totale d'un montant de près de 50 000 livres tournois. On peut donc voir que le commerce de café implique des sommes considérables, tout comme de grandes quantités.
Le total de cargaison de café double d'ailleurs tous les 10 ans au cours de la première moitié du siècle. Enfin, la disposition de la vente du café provenant du Grand Dauphin du 10 juin 1721 à Lorient nous apprend aussi qu'il existe différentes qualités de café. En effet, son prix varie selon sa qualité, mais aussi sa provenance. Cette disposition de café classe les classes de la première à la troisième qualité, avec des prix différents. Les cafés les plus importants à cette époque sont essentiellement le café de Moka, qui occupe toute notre attention ici, et on a aussi le café Bourbon, et ces deux cafés sont largement devant les autres sortes. Jusqu'en 1731, c'est le café de Moka qui domine, avant d'être dépassé par le Bourbon. Le prix du café est établi selon donc cette qualité de café, le Moka étant en 1721 le plus cher car le plus réputé, suivi du Bourbon. Comme le dit Alphonse Chevalier en 1862, le café le plus estimé est le café de Moka. D'autres cafés, le Bourbon, le Martinique, sont aussi très appréciés. La distance de voyage entre aussi en compte dans le prix, autant même que la qualité, selon les mots de Philippe Audrère. On parle tout de même de 150 tonnes de Moka qui est introduit en France chaque année, et ce jusqu'à l'année 1769, malgré cette descente par rapport au café Bourbon. Eh bien, je vous remercie. Donc merci Axel pour votre intervention. Maintenant Vianney, est-ce que vous pouvez nous faire un peu une remise en contexte du café dans la Société des Lumières? Tout à fait Simon, donc en fait le café a une place très importante dans la Société des Lumières, donc du XVIIIe siècle. Donc tout d'abord, Méliès, dans cette conjoncture, obtient l'organisation des ventes des marchandises asiatiques qu'il redirige vers Nantes, favorisant ainsi fortement les négociants nantais. L'action de Méliès permet donc d'accentuer et de conforter les bonnes conditions de développement du commerce nantais, contribuant ainsi fortement à la fortune donc, de la ville de Nantes. Donc l'année 1721 que nous étudions est donc l'année charnière à la fois pour la compagnie mais aussi pour la ville de Nantes, qui obtient une domination dans la vente des drogues et de café grâce au monopole qui est donc attribué à la compagnie pendant les 10 premières années de sa reconstitution. Pour ce qui est de la consommation de café de manière générale en France, elle connaît d'abord une progression certaine, bien qu'elle est lente, marquée par quelques réticences, notamment liées sur son impact sur la santé, comme l'écrit Madame de Sévigné à sa fille en 1688, lorsqu'elle dit, je cite, le café est tout à fait disgracié, le chevalier croit qu'il échauffe et qu'il met son sang en mouvement, et moi en même temps, bête de compagnie comme vous me connaissez, je n'en prends plus. Donc c'est bien au XVIIIe siècle, plus communément appelé siècle des Lumières, qui est en fait marqué par une période de mouvement intellectuel au sein de toute l'Europe, que la circulation du café va exploser. Qui dit circulation des hommes, dit aussi des idées, des méthodes, mais aussi des goûts, dont le café fait partie. Donc les cafés, salons, limonaderies, partout où circulent les idées se trouve le café, qui devient par la même occasion, selon les mots de Yves Jubinville, une double référence culturelle, à la croisée même de la culture populaire, mais aussi de tout ce qui constitue la culture d'élite. Pour ce qui est des élites, justement, la compagnie devient un vecteur de la sociabilité des Lumières en approvisionnant la France en produits exotiques dont fait partie le café. Donc en fait, ce sont les hommes et les femmes du 18e qui sont ainsi amenés à se retrouver dans des lieux de sociabilité, comme les cafés ou les salons, pour échanger et faire circuler les idées. Si on prend un exemple en France, donc c'est le café Procope, qui a été créé à Paris en 1688 et qui devient un lieu très fréquenté par les philosophes et intellectuels des Lumières, à l'instar de Montesquieu, Voltaire et Rousseau, donc dont je n'ai pas besoin de présenter, qui sont extrêmement connus, qui donc ont leurs habitudes au café Procope. On dit même que Diderot et D'Alembert y auraient rédigé plusieurs articles de l'encyclopédie. Le café n'apparaît pas que sur la table des élites françaises, en fait on le retrouve aussi de plus en plus au sein de l'iconographie, comme le démontre le double tableau des portraits des époux de Brooke, qui a été peint par Pierre-Bernard Morlot en 1753, et qui présente également l'importance que pouvait avoir le café durant le siècle des Lumières. Mais plus qu'un produit de l'élite, le café devient rapidement aussi un produit du peuple, et en à peine plus d'un siècle et demi, il avait su conquérir le cœur des Français de toutes extractions sociales, que ce soit des élites vers les milieux populaires, des villes aux campagnes. Nantes se place donc d'ailleurs en chef de file de ce mouvement de démocratisation du café, si bien que l'on dit que l'ouvrier nantais est le seul en Europe à boire du café sucré. Cela se vérifie facilement avec des chiffres. Le nombre de débits de café se multiplie dans la capitale française, passant de 380 en 1720 à plus de 600 à la fin du siècle. Donc ainsi, le café au XVIIIe semble ainsi renvoyer, pour reprendre à nouveau les mots d'Yves Jubinville, à un produit entre culture populaire et culture d'élite.
Mes chers amis, je vois le port de Nantes au loin. Je vous remercie pour vos interventions qui ont été très pertinentes. Le café apparaît donc comme un produit qui s'insère et participe à la société de consommation, si bien qu'il semble intéressant de conclure en se demandant quelle est sa consommation aujourd'hui. Pour répondre à cette question, nous allons utiliser un sondage que nous avons sur une base de 128 personnes interrogées. Tout d'abord, cette enquête, réalisée par nos soins, touche essentiellement des individus d'une tranche d'âge de 17 à 25 ans et ensuite des personnes de 25 à 40 ans. Sur 128 personnes, 64% consomment du café. Parmi ceux-là, 27% en boivent plusieurs fois par jour contre 19% occasionnellement. 45,3% en boivent pour le plaisir, tout comme 47,7% en boivent plusieurs, montrant alors qu'il s'agit d'un produit apprécié. En ce qui concerne les occasions de boire un café, elles sont très variées, même si deux tendances se dégagent clairement. Il s'agit d'un moment pendant le repas ou pour lutter contre la fatigue. Ces deux situations démontrent que le café fait véritablement partie de la société actuelle en étant présent dans les habitudes quotidiennes et des automatismes que sont manger et rester éveillé. Enfin, 71,1% des participants considèrent que le café est un moyen de sociabilité alors que seulement 64,8% disent en consommer, ce qui montre bien encore une fois son importance dans la société. Qu'il réponde à un besoin ou à un plaisir, le café n'a cessé de se démocratiser à partir de l'époque moderne pour devenir, pour nous contemporains, un incontournable du quotidien des Français. Révèle-t-il pour autant une appétence toujours plus grande pour l'exotisme que représente la boisson? S'il est clair que les fonctions du café ne sont plus les mêmes aujourd'hui, l'explosion de la production et de la consommation de ce produit monde ont influencé les goûts des populations européennes et ce de façon durable. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous remercie pour votre fidélité toujours aussi grande à ce type d'émission